puis, bien évidemment, ces activités, elles génèrent quelques tensions sur les ressources. Donc, on a affaire à un vaste programme et à de vrais enjeux. On voit bien d'ailleurs, et je suis sûr qu'Antoine Fouché nous en dira un mot dans quelques instants, que pour le gouvernement et pour l'exécutif, c'est pas simple quand il s'adresse aux Français, à la fois de dire il y a finalement trois populations. Il y a les soignants, bien sûr. Il y a toutes les personnes qui vont travailler sur les activités dites essentielles. On aura l'occasion d'en reparler plus largement. Et puis pour le reste, s'adresser à la population française en disant restez chez vous. On voit bien que ça n'a pas été simple ces dernières semaines. Et sûrement une des questions que l'on posera à Antoine Fouché, le directeur de cabinet de la ministre du Travail, qui nous fait le plaisir d'être là à nouveau cet après-midi, c'est quoi finalement ces entreprises dites essentielles. Avant de lui passer la parole, je voulais aussi remercier trois invités qui nous font le plaisir d'être là cet après-midi. D'abord, Marc Grosser, qui est le DGRH d'Auchan Retail, bien placé pour parler de ces activités, de l'activité des magasins d'Auchan en France et aussi à l'international, puisque Marc a un périmètre France, mais aussi monde chez Auchan. Passer ensuite la parole à Sylvain Lobry, qui est le directeur du dialogue social au sein du groupe Danone. Et puis enfin, d'avoir la vision de Christophe Catoir, qui est le président France et Europe du Nord d'Adecco et qui nous parlera des tensions que les entreprises peuvent avoir sur un certain nombre de ressources. Comme vous le savez, dans ces conversations qui sont nouvelles pour nous et j'imagine aussi pour vous, on a souhaité avoir des experts qui étaient présents la semaine dernière et qui seront présents la semaine prochaine. Je pense à Aymeric Sorel, donc, qui est avocat associé au sein du cabinet Actance. Je pense à Jean-Dominique Simon-Poli, qui est le directeur de l'association Dialogue. Et je pense aussi à Marie Bouni, qui est la directrice de la practice performance sociale au sein du cabinet. Peut-être avant de passer la parole à Antoine, deux remarques. Donc, vous dire que ces conversations vont être enregistrées. Développement de l'employabilité en période de confinement et on aura notamment des témoignages très intéressants sur VAE collective et e-learning. Voilà. Antoine, sur le sujet des activités dites essentielles et du maintien de l'activité et du fait que le gouvernement soit extrêmement sensible au fait que l'économie française doit continuer à fonctionner dans cette période de confinement. On voulait savoir quelle était la position du gouvernement et du ministère du Travail sur le sujet. En tout cas, merci à nouveau de ta présence. Merci beaucoup. Merci François. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Peut-être quatre séries de remarques à partager avec vous aujourd'hui. Un premier point sur l'état des lieux et pour essayer de répondre le plus directement possible à la question de François. Comme vous le savez peut-être, ou vous l'avez pu l'observer, le dispositif de chômage partiel si je prenais une expression victime de son succès, on est à plus de 6 millions de personnes aujourd'hui qui sont en chômage partiel, 6 300 000. On est à un rythme de 1 demi-million de personnes supplémentaires par jour. Il faut ajouter à cela plus de 2 millions de personnes qui sont en IJ pour garder leurs enfants notamment, essentiellement, plus les personnes qui sont en télétravail. Et par rapport aux 20 millions d'actifs du secteur privé, quand vous faites l'addition de tout ça, vous voyez qu'on a entre un tiers et 40% des salariés qui travaillent ou qui travaillent normalement. Il y en a près de 50% en fait qui sont soit, maintenant on frôle, on commence à s'approcher, disons, des 50% qui sont soit en IJ, soit en chômage partiel. On est le pays, alors c'est le revers de la médaille de la très forte protection. C'est que comme notre régime est, je pense factuellement, notamment au chômage partiel, le plus protecteur d'Europe,
Il y a eu un engouement des entreprises pour le régime, engouement qui se dément pas, puisqu'encore une fois, on a un demi-million de personnes par jour qui se rajoutent au dispositif. Il faut et c'est l'objet de la discussion aujourd'hui, il faut qu'on arrive, comme le disait François, à mieux concilier le rester chez vous avec la continuité de l'activité économique de la nation, puisque à ce rythme-là, ça va être très compliqué de tenir dans la durée. Et comme vous l'avez entendu, le président de la République, le Premier ministre l'ont dit. Au départ, on était sur une période de ralentissement, de confinement et de ralentissement très fort de la vie économique dont l'unité de calcul était la semaine. On est passé sur une unité de calcul qui est le mois. Et donc, à ce rythme-là, on va rentrer assez rapidement dans des zones très, très compliquées si on n'arrive pas à mieux concilier activité économique et le rester chez vous. D'autres pays y arrivent, confèrent nos voisins allemands qui travaillent plus et se protègent mieux. Donc, c'est pas impossible en pratique, c'est une question d'organisation. Pour aller dans ce sens-là, quelques infos. Je vous refais pas toute la panoplie de protection que j'ai décrite la semaine dernière, mais je profite d'avoir la chance d'intervenir et je remercie encore François d'avoir organisé cette visio pour vous donner quelques informations qui vont vous permettre d'anticiper sur les évolutions à venir et donc du coup de pouvoir via le dialogue social ou quand c'est possible aussi de façon unilatérale dans les entreprises pouvoir mettre en place les bons dispositifs, anticiper les réglementations à venir de façon à pouvoir bien travailler et bien organiser le travail tout en protégeant les salariés. Les informations d'abord concernant le chômage partiel. Sur le chômage partiel, 4 informations à avoir en tête. La première, c'est que il y a un certain nombre d'entreprises, et je les en remercie, qui ont pris l'initiative de nous demander si elles pouvaient placer leurs salariés, ou une partie de leurs salariés en chômage partiel, sans demander l'aide de l'État. Et donc nous allons aujourd'hui ou demain au plus tard confirmer cette demande, l'appuyer et la valider sur le site du ministère du Travail, de telle sorte que des entreprises pourront placer leurs salariés en chômage partiel, donc les rémunérer à 70% du brut, exonérés de charges, sans pour autant demander à l'État de leur rembourser cette indemnité qu'elles vont verser aux salariés. Donc on espère avoir le plus grand nombre possible d'entreprises qui ont les reins, notamment les grandes entreprises, les reins financiers suffisamment solides pour pouvoir adopter ce comportement responsable et civique. Il y en a quelques entreprises du CAC 40 qui le déclareront dès cette semaine, je les en remercie. Mais sachez que c'est quelque chose qui est amené à se développer et qu'on rendra, sur lequel on communiquera de façon officielle dès aujourd'hui ou demain. Deuxième chose que je voulais dire sur le chômage partiel, là aussi sachez-le, c'est que on va permettre par le droit, alors pas cette semaine, mais sans doute plutôt au courant avril, une individualisation du chômage partiel, à condition qu'il y ait soit un accord d'entreprise, soit un avis conforme du CSE ou du conseil d'entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous ont remonté ces demandes en disant on a besoin de pouvoir individualiser. Vous savez qu'aujourd'hui c'est pas possible parce qu'on peut découper à l'intérieur d'une entreprise par établissement, par service, par atelier, mais à l'intérieur d'un service ou d'un atelier, on ne peut pas individualiser le chômage partiel. Ça n'empêche pas la plupart des entreprises de s'organiser correctement, mais on a de plus en plus de remontées qui nous demandent une individualisation.
On n'entend plus là, non? On n'entend plus. Oui, je confirme aussi. Oui, on n'entend plus. Antoine, on t'entend plus? Ça nous était déjà arrivé à la première call, sauf Antoine était à sa conclusion, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et on lui redonnera la parole dans quelques instants. Sophie? Oui, alors dans ce cas-là, je vais donner la parole à Marc Grosser. Je vais essayer tout de même. Hop. Donc, Marc, vous êtes donc le DRH du groupe Auchan. Et Oui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui intéresse nos participants, c'est de voir et de savoir finalement comment est-ce que Auchan a réussi à maintenir son activité dans ce contexte et puis surtout avec les forts pics d'activité que vous avez connus ces dernières semaines, finalement, comment est-ce que vous vous êtes organisé et comment est-ce que vous avez géré ça, je dirais très concrètement d'un point de vue RH auprès de vos personnels. Je pense que l'idée ici, c'est de savoir finalement comment est-ce que vous avez géré et au point de vue du dialogue social et au point de vue de l'organisation du travail finalement de vos collaborateurs. Bonjour à tous. Effectivement, en fait, on a eu beaucoup de choses à gérer, mais on a eu surtout à gérer une situation extrêmement contrastée, même durant tout le mois de mars. On a eu vraiment un pic d'activité absolument gigantesque jusqu'à la mi-mars, nécessitant parfois de faire 5 remises en rayon par jour, pour vous donner un ordre d'idée. Et vous avez tous vu des images dans certains hypermarchés qui ont été pris d'assaut. Et depuis en fait que le confinement a été mis en place à la mi-mars, on a une situation qui est beaucoup plus contrastée aussi en termes de format. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est le drive, la livraison à domicile, la proximité qui est en hausse, et une activité en fait sur les hypermarchés qui est plutôt en baisse parce qu'en fait elle est très impactée par le confinement. Vous le savez tous que on peut pas se déplacer comme on veut. Et une fois qu'on arrive en plus à l'hypermarché, il y a aussi une nécessité de filtrer les clients et limiter leur nombre. Donc par exemple en France et en Pologne, on est à 3 caddies par caisse ouverte qui peuvent être ensemble dans le magasin. Donc la fréquentation effectivement donc est en baisse, mais avec évidemment des gens qui vont faire des courses pour beaucoup plus longtemps, qui font aussi parfois les courses pour les voisins, donc avec un panier moyen plus important. Donc, en fait, on a eu vraiment ça a demandé beaucoup de flexibilité en termes d'adaptation pour pouvoir, en termes d'organisation du travail, faire face à des fluctuations d'activité extrêmement fortes. Et en gardant aussi énormément de flexibilité aussi par rapport au public, parce qu'on garde aussi des horaires dédiés pour des populations spécifiques, pour les seniors, pour les femmes enceintes, pour les personnels soignants, pour nos salariés. Ça va même parfois très loin d'un point de vue réglementaire, comme en Hongrie, où de 9h à 12h, c'est réservé aux plus de 65 ans. Donc ça, c'est la partie d'un point de vue business, avec en plus certains pays où carrément on nous a demandé, comme en Espagne, de fermer l'activité non alimentaire, donc d'avoir un magasin coupé en deux en fait. Côté collaborateurs, la première chose qu'on a mise en place, c'est évidemment la protection de nos collaborateurs, avec au-delà évidemment de tout ce qui est la communication, la formation sur les gestes barrières, la fourniture de gants et de masques, notamment pour nos hôtesses de caisse, les protections plexiglas, de façon à ce qu'elles puissent être justement protégées par rapport aux risques qu'elles peuvent avoir, le marquage au sol pour signaler les distances à respecter, avec beaucoup d'agents de sécurité pour les filtrages, des nettoyages, des désinfections, et puis aussi en termes d'organisation du travail, par exemple, beaucoup d'équipes de nuit qu'on a remis en place pour faire le remplissage du magasin sans qu'il y ait la présence du client et limiter aussi les risques de contamination. Donc, il y a eu beaucoup de travail en termes d'organisation. Il y a eu une reconnaissance aussi, une adaptation qui a été faite de ces efforts-là avec des mesures sociales de reconnaissance des efforts accomplis, avec la prime qui a été effectivement donnée en France, mais pas seulement. Dans 9 pays, on a eu soit des primes, des majorations de salaire, des bons d'achat. Et puis, le passage massif, il ne faut pas l'oublier, en télétravail au niveau des populations du siège, et où là, je pense qu'on peut être assez fier de la manière dont ça s'est passé, où on est arrivé du jour au lendemain à passer la quasi-totalité de nos activités quand même en télétravail. On était plutôt bien préparés sur le sujet. Quand on a préparé, vous m'avez dit également que finalement, c'est par rapport à votre groupe, vous êtes présent dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des différences dans le traitement de la crise finalement d'un pays à un autre?
En fait, il y a un traitement qui est surtout déjà au niveau des autorités sanitaires, déjà, avec des pays qui sont beaucoup mieux préparés dans certains cas. Évidemment, nous, on a Taïwan parmi nos pays. C'est clair que Taïwan, proche de la Chine, ayant déjà été exposé au virus H1N1, avec le port de masque, la prise de température à l'entrée des magasins, le fait d'être capable de reconstituer très vite les personnes avec lesquelles quelqu'un qui aurait été infecté a été en contact, c'est effectivement une très bonne pratique, mais en même temps, c'est pas toujours facile à reproduire partout. Non, en fait, on a des niveaux d'entrée aussi dans la crise qui ne sont pas forcément les mêmes et surtout pas de la même ampleur. C'est-à-dire que tout le monde a réagi quand même de manière assez précoce, je dirais. Quand je vois notamment les pays de l'Est, au niveau de la Pologne, au niveau de la Roumanie et tout, sans même avoir beaucoup de personnes touchées, ils ont réagi très vite sur les mêmes types de décisions sur du confinement, même si elles ont très peu de cas. Et évidemment, les pays comme l'Espagne pour nous et la France sont les pays avec le plus de cas. Maintenant, à l'intérieur de chez Auchan, on a plutôt une tendance à avoir le même type de pratique parce que on s'organise justement en termes de partage de bonnes pratiques. On essaie justement d'avoir quelque chose d'assez homogène et qui soit pas uniquement en fonction des autorités sanitaires. C'est-à-dire qu'en plus de ce qui est dit, on essaye aussi de développer des bonnes pratiques et de les partager extrêmement vite. On a des cellules de crise efficaces et surtout un partage très très fréquent pour voir qu'est-ce qui peut être utilisé de tel pays à tel autre pays. Et par rapport à ces éléments, finalement, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé dans vos modes d'organisation, dans la façon dont travaillent vos collaborateurs. De votre point de vue, il y a des choses qui vont être durables finalement après la crise, il y a des choses qui vont rester et qui vont finalement marquer vos organisations du travail. Ben, je pense que oui, non seulement nos organisations du travail, mais je pense aussi que de toute façon, toute habitude est fortement transformée déjà au bout de 3 semaines. Donc, clairement, il y aura des habitudes aussi de nos consommateurs qui, je pense, vont prendre un certain nombre d'habitudes. Le fait même que nous, on est accéléré aussi, par exemple, sur mettre des producteurs locaux, prendre directement le sourcing justement en proximité. On avait de toute façon l'intention de le faire et là, on a été obligé d'accélérer, donc ça restera. Il y a des choses qui vont vraiment sur le fait d'accélérer sur le drive, le digital et tout ça, et les livraisons à domicile, ça restera. En termes d'organisation, ce qui est clair, c'est que en termes de comportement managériaux, moi, ce que je pense, c'est que déjà, on a pu voir que le télétravail, ça marche très clairement et que s'il y en avait encore qui étaient dubitatifs par rapport au sujet, je crois qu'ils peuvent voir qu'on peut être extrêmement efficace. Deuxième chose, je pense qu'on est d'autant plus soigneux sur la charge de travail, sur l'activité, sur la proximité managériale. Je pense qu'on on a eu un souci peut-être encore plus important que quand on est finalement sur place. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi, je pense, qui restera. Troisième point, je pense qu'en termes d'efficacité, de réunion, on a pris des bonnes habitudes aussi avec le télétravail. On a pu voir que ça demandait beaucoup plus d'organisation, d'animation et je pense que ça va rester. Le travail de priorisation aussi pour moi va rester. C'est-à-dire qu'on passe notre temps, je pense, pendant cette période à nous reposer des questions sur qu'est-ce qui est réellement vital, urgent, qu'est-ce qui peut être repoussé, comment on peut travailler aussi à la fois en mode dégradé dans certains cas tout en maintenant l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme travail qu'on n'a jamais le temps de faire, qui sont du travail de fond qu'on peut faire à un moment donné. Donc, sans être dans de l'occupationnel, mais vraiment parce que c'est quelque chose qu'on doit faire à un moment donné. Et puis, dernier point quand même, c'est le développement de la polyvalence. Quand vous avez des magasins comme en Espagne où le non alimentaire est fermé et que vous avez des besoins parce qu'il y a eu de l'absentéisme aussi, cette polyvalence entre magasins, entre secteurs et tout, ça c'est quelque chose qui, je pense aussi, va forcément rester dans le futur. Merci beaucoup, Marc. Avant peut-être de permettre à nos auditeurs de poser des questions, je voudrais reprendre Antoine Fouché qui était en ligne et qui avait encore quelques messages à nous faire passer. Je sais que ton temps est compté. Tu as 5 minutes en tout cas, Antoine. Bon.
La connexion a l'air d'être... D'être un peu compliqué. Réessayez, Antoine. Là, c'est bon. Là. C'est bon. On vous Allô? entend. Allez-y. Pardon. Oui, je voulais simplement, encore une fois, vous partager quelques informations pour vous permettre de mieux anticiper. Donc, individualisation du chômage partiel par accord d'entreprise ou avis conforme du CSE ou du conseil d'entreprise à venir pour la deuxième quinzaine d'avril. Vous aurez aussi la possibilité, vous le savez, mais de réguler pour ceux qui n'ont pas pu avoir tout, soit leur code, soit pas encore, soit leur modalité de calcul pour la paye d'avril. Vous pourrez évidemment réguler au mois de mai et de juin de façon à ce que à pouvoir bénéficier, du chômage partiel, même si la demande a été faite plus tard. Cette semaine va paraître aussi le décret sur les VRP, le personnel navigant, les pigistes, qui va permettre de fixer les règles pour un certain nombre de populations. Paraîtra aussi cet après-midi une convention type pour la formation. J'insiste sur ce point-là. On va mettre le paquet aussi sur la formation puisque on a prévu que 100% des frais pédagogiques pour tout type de formation seront pris en charge pour les salariés qui sont en activité partielle. La seule chose qu'il faudra faire, c'est signer une convention avec la Directe pour que ça soit simple. On a mis en point ce matin une convention type qui fait 2 pages, qui décrit simplement les actions de formation et là aussi de façon à ce qu'on puisse le plus possible transformer la crise en opportunité. On encourage évidemment, avec un soutien financier total, les entreprises à utiliser le temps du chômage partiel pour passer en formation. Je vous rappelle aussi que pour favoriser ça, notamment dans les PME et les ETI, il n'est plus nécessaire de monter la rémunération des salariés qui partent en formation à 100%. Mais c'est la même rémunération, 70% du brut, 84% du net, qui s'applique que le salarié soit en formation ou qu'il soit en chômage partiel. Très rapidement aussi, deux informations, 3 pardon, et puis j'arrêterai là. C'est vraiment important que les branches professionnelles, à l'image de ce qu'a fait l'UIMM, puissent signer des accords permettant à l'ensemble des entreprises de la branche d'utiliser les congés payés dans les conditions fixées par les ordonnances. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées là-dedans, c'est essentiellement des grandes, un petit peu les ETI, très peu les PME, on comprend pourquoi, c'est plus difficile, c'est plus compliqué, et donc c'est vraiment important que les branches professionnelles utilisent ce dispositif. Il n'y a pas de raison qui est que l'UIMM qui puisse le faire, d'autant que le décret permettant d'utiliser, de consulter le CSE à distance va apparaître aussi demain ou après-demain et il met à disposition l'ensemble des souplesses possibles puisque ce sera messagerie instantanée, conf call, visio, qui permettront de consulter le CSE. Donc là aussi, c'est des pratiques innovantes dont vous pouvez vous saisir, dont il faut que vous vous saisissiez pour pouvoir faire continuer le dialogue social. 2 dernières choses. Les guides professionnels, François le disait en introduction, évidemment la continuité de l'activité économique, ça s'accompagne de la protection des salariés. On a mis en place au ministère du Travail une task force constituée des meilleurs experts, je pense, ou parmi les meilleurs experts en tout cas de la santé au travail. On sort 2 à 3 guides par jour en fonction des métiers. Il y en a une quinzaine sur le site du ministère aujourd'hui, il y en aura une vingtaine ce soir. On aura une 50aine d'ici le 15 avril, comme je vous l'avais dit. Et donc, s'il y a des manques, s'il y a des lacunes, s'il y a des métiers essentiels qui ne font pas l'objet d'un guide, n'hésitez pas à nous le signaler
pouvez passer par François et puis François me le passera, pour que on puisse compléter la panoplie des guides et accompagner la continuité de la vie économique dans des bonnes conditions. Il y a plusieurs branches ou plusieurs entreprises qui d'elles-mêmes ont fait des guides, qui nous l'ont soumis pour validation. Et donc, ça peut être soit une démarche où nous, on identifie des métiers et puis on produit nous-mêmes des guides, soit ça peut venir de vous, des entreprises ou des branches, de façon à ce que on puisse travailler dans les meilleures conditions. Une toute dernière chose, et c'est plus un message qu'une information. Je vous disais en introduction que on a quasiment la moitié des salariés français du secteur privé qui ne travaillent pas. Je vous disais aussi que on avait un demi-million de salariés supplémentaires chaque jour en chômage partiel. Tout ça, plus les reports de charges, plus les dégrèvements, plus les quelques faillites d'entreprises assez inévitables qu'on aura, tout ça aura un coût pour la nation française. Il y a eu, certains chiffrages sont déjà sortis dans la presse. Ça sera évidemment historique et ça sera supérieur à 100 milliards d'euros de très très loin. Si on veut parvenir à sortir de la crise sans avoir un fardeau de la dette qui soit insupportable et qui empêche le redressement et le dynamisme économique et social de notre pays pendant 20 ans, si on ne veut pas être dans cette situation-là, il faut que on limite le plus possible la facture financière et que les dispositifs qui ont été mis à disposition par le gouvernement, ils soient pleinement utilisés quand c'est pleinement justifié. Mais j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun et notamment des entreprises. On a mis un système en place hyper protecteur. Si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Mais on a vraiment besoin que, à l'image de ce que je vous disais au départ, certains grands groupes, quand c'est pas nécessaire financièrement, il y ait un civisme des entreprises qui limite le plus possible le recours au chômage partiel et qui, quand elles le peuvent, ne demandent pas le remboursement par l'État. Voilà. La crise, comme je vous le disais aussi, elle va durer. On n'est pas l'unité de compte, c'est plus la semaine, c'est les mois. Donc il y a des nouvelles manières de travailler qui sont en train d'être inventées. Il y a une énergie et une solidarité extraordinaire dans le pays qui lui permet de tenir. Mais le plus dur, ça sera l'après-crise. Ça sera le redressement économique une fois que on se sera un peu tous réveillés avec une facture devant les yeux que la nation française devra assumer. Et donc, si on veut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles et que cette facture elle soit compatible avec un redressement économique de notre pays et un dynamisme économique et social, il faut que dès maintenant, tous les acteurs, citoyens comme entreprises, on adopte un comportement responsable, civique, exemplaire qui permette de continuer à faire tourner le pays dans des conditions de protection des salariés. Voilà, je voulais insister sur ce message à la fin parce que, encore une fois, ça va durer et si on veut que ça dure et que ça se passe bien, il faut un civisme et un esprit de responsabilité exemplaire de la part de tous et notamment des entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup Antoine. On a eu beaucoup de questions. Je me permettrai de les faire parvenir à votre secrétariat et de pouvoir faire une réponse de ce point de vue-là. Je vois qu'Antoine est parti. Marc, si on peut peut-être reprendre la question avec vous. Dans les questions qui ont été posées, les personnes ont été très sollicitant sur le sujet des masques. Le sujet est de dire comment finalement vous avez réussi à protéger vos salariés d'un point de vue matériel cette fois-ci et comment est-ce que vous avez réussi finalement à trouver les masques, les gants qui étaient nécessaires à la protection et de vos salariés et de vos clients.
Alors, déjà, il y a deux choses différentes. D'un point de vue des gants, ça, de toute façon, c'était beaucoup plus facile à avoir et on en a eu de toute façon aussi de par notre activité. Après, sur les masques, de toute façon, pendant toute une période, c'est vrai qu'on avait des difficultés à en avoir parce qu'ils étaient de toute façon réquisitionnés aussi par l'État, étant donné qu'ils devaient aller en priorité au personnel soignant. Dans nous, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on a retrouvé dans des entrepôts des masques qui dataient de l'époque H1N1. Et donc, c'est notamment en France, avec ces masques-là, qu'on a doté nos collaborateurs. Et d'ailleurs, on en a aussi donné une partie à la fois au CHU de Lille et puis aussi à l'hôpital du Kremlin, Bicêtre, où on est proche. Mais voilà, donc en fait, ça n'a pas été du tout les masques chirurgicaux qui ont été donnés. Ça a été vraiment de retrouver, ils n'avaient plus la même… la date de péremption était partie dépasser depuis longtemps, mais il y avait encore une certaine efficacité. Par contre, on a toujours la même problématique pour après s'approvisionner en masques. Ça, c'est clair. Mais on a retrouvé dans nos stocks encore, comme quoi c'est toujours bien de garder un peu de stock, ce qui datait de la crise H1N1. Merci beaucoup. J'ai une petite question aussi pour nos experts. Dites-moi, Émeric, par exemple. Émeric, quels sont les dispositifs aujourd'hui qui ont été activés par vos clients dans le cadre de cette crise qu'on est en train de vivre actuellement et quels sont finalement, quand on voit un petit peu ce qui a été mis en place chez Auchan, est-ce que ça s'aligne finalement ou est-ce que vous voyez d'autres dispositifs dans les entreprises qui aujourd'hui sont des entreprises avec des activités essentielles? Sophie, pour répondre à cette question, effectivement, alors après, les entreprises ont des approches différentes selon le secteur d'activité. Auchan n'est pas confronté nécessairement aux mêmes problématiques en termes de protection de la santé et de la sécurité, mais la préoccupation essentielle, et ça n'a pas été une chose facile, a été de mettre en place des mesures de protection pour permettre la poursuite de l'activité, sachant qu'aujourd'hui, je pense que pour relayer le message qu'a évoqué Antoine tout à l'heure, le message a été assez clairement perçu par les entreprises de la nécessité, dès lors que c'était possible dans des conditions de santé et de sécurité acceptables, de poursuivre l'activité. Et puis il y a d'autres réflexions dans les entreprises, au-delà de la sauvegarde de la santé et de la sécurité, qui est comment récompenser les salariés qui vont travailler sur site, qui sont les salariés les plus exposés, naturellement. Et donc là, il y a des réflexions dans les entreprises sur comment récompenser spécifiquement ces collaborateurs. Aujourd'hui, on peut identifier différents dispositifs. Il y a d'abord l'utilisation de la prime de pouvoir d'achat, dite prime Macron, qui est passée de 1 000 à 2 000 euros pour les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, que l'on peut moduler selon les conditions de travail, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de groupes ou d'entreprises qui aujourd'hui se sont saisis de ce dispositif pour faire bénéficier très majoritairement de cette prime les salariés qui sont exposés tous les jours en se rendant sur leur lieu de travail. Il y a également l'utilisation de primes classiques qui peuvent être versées aux salariés et puis des idées peut-être un peu plus novatrices de révision d'accords NAO dans le cadre desquels les entreprises ont, pour certaines, supprimé les parts individuelles, l'enveloppe des parts individuelles pour les consacrer aux primes aux salariés. Merci beaucoup. Il y a des questions pour Monsieur Grosser. Il y a des questions notamment sur l'organisation collective qui a été mise en place pour limiter finalement les contacts, les croisements entre salariés. Comment est-ce que vous avez formé finalement vos collaborateurs et quels dispositifs vous avez pu mettre en place pour aider finalement à respecter les gestes barrières dans l'entreprise? Alors, déjà en termes d'organisation du travail, comme je vous ai dit, pour éviter aussi tous les contacts, non seulement entre collaborateurs et entre clients, ça a été aussi la remise en place d'équipes de nuit pour pouvoir faire du remplissage justement au moment où le magasin est vide. Ça, c'était un premier point. Après, il y a de nombreuses initiatives qui ont été prises pour former justement nos collaborateurs sur les gestes barrières. On a des quiz, on a une animation qui est extrêmement forte pour qu'il y a des signalisations absolument partout, pour qu'aussi on puisse rappeler ces gestes barrières au niveau des clients.
Parce que quand même, quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est plus dur encore avec le client qu'avec les collaborateurs qui ont été tous extrêmement sensibilisés là-dessus. Le point sur lequel nous, on a peut-être le plus de difficultés, c'est faire aussi en sorte que nos clients respectent justement les distances de sécurité, les gestes barrières, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi non plus quand ils sont en train de prendre des fruits et des légumes, quand ils touchent les produits. Donc, c'est vraiment tout cet aspect-là sur lequel nos collaborateurs, au-delà d'être formés eux-mêmes, on les incite justement à jouer ce rôle de rappel aussi aux clients de ces nécessités-là et de cet enjeu. Hein. Parce que c'est plus ça aujourd'hui qui est notre inquiétude. Nos collaborateurs ont vraiment maintenant bien intégré ces différents points. Et donc aussi, tout ce qui est fait en termes d'initiatives pour faire en sorte que les populations viennent à des moments différents, qu'on garde aussi pour les personnels les plus fragiles des moments dédiés sur lesquels il y a moins de monde tôt le matin. Ça a été fait par plein de magasins. Donc, c'est toutes ces initiatives, il y en a beaucoup qui sont locales, qui permettent finalement de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de monde justement en magasin en même temps. Autre question peut-être pour Émeric. J'ai vu quelques questions dans le fil sur la responsabilité de l'employeur et finalement sur justement sa responsabilité en termes de protection. Est-ce que le masque est suffisant? Qu'est-ce qu'il doit être fait pour finalement ne pas engager sa responsabilité dans les activités essentielles où les collaborateurs sont amenés à devoir travailler dans cette période? Sophie, effectivement, c'est une question aujourd'hui essentielle qui revient beaucoup de la part de tous les directeurs de sites, de tous les directeurs de magasins qui s'interrogent sur les risques afférents à leur responsabilité. On peut dégager deux typologies de responsabilité, hein, le terrain de la faute inexcusable, mais je le mets rapidement de côté. Là-dessus, il y a des questions-réponses au niveau du ministère qui indique qu'il reviendra à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires, à savoir celles préconisées par le gouvernement pour respecter les gestes barrières et la protection des collaborateurs. Mais ce qui interroge le plus, effectivement, ceux qui sont directement en contact dans la gestion quotidienne des sites et des usines, c'est la responsabilité pénale. Moi, mon avis est que le risque est relativement modéré, puisqu'il y aurait deux typologies possibles de responsabilité pénale. Hein, la mise en danger de la personne qui suppose la preuve d'une faute délibérée de l'employeur, qui apparaît difficilement envisageable dans la situation d'espèce, et puis le deuxième bloc qui serait les blessures d'homicide involontaire. Et là, il faudra établir un lien de causalité entre le fait que le se soit rendu à son travail et le fait qu'il ait contracté le virus, en ajoutant le fait que l'employeur n'ait pas respecté les dispositions sur les gestes barrières. Donc, il y a une inquiétude légitime, mais dès lors que les mesures de protection préconisées par le gouvernement sont mises en œuvre, il m'apparaît que le risque est somme toute très mesuré. On ne t'entend pas, Sophie. Sophie, on ne t'entend pas. Merci beaucoup. Par rapport au dialogue social, Marc, vous avez effectivement dû négocier aussi dans ces périodes-là. Comment est-ce que ça s'est passé avec vos partenaires sociaux? Mais écoutez, plutôt très bien. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de négociations en cours. Donc, il y a à la fois celles qui ont eu lieu sur les mesures et notamment sur les différents décrets sur le fait de poser 6 jours de CP. Donc ça, c'était quelque chose qui était nouveau. Mais aussi, on a plein de négociations en cours sur plein de sujets. On a des NAO sur certaines sociétés à terminer ou aussi, on avait des négociations sur l'intéressement. Écoutez, moi, je viens encore ce matin de terminer aussi 3 heures de séance de négociation en visioconférence. Mais je trouve qu'il y a un bon niveau de maturité. Je trouve que ça nous oblige à être extrêmement concentrés, à bien manager, de passer finalement de séquences plénières et où après chacun part avec du côté employeur ou du côté justement des organisations syndicales. Moi, j'ai trouvé que ça obligeait beaucoup de discipline pour les prises de parole et que dans l'ensemble, on a très bien géré ça. Mais dans l'ensemble, ça a été pour le dialogue social. Hier, j'animais aussi la restitution d'une grande séquence de formation de groupes avec des potentiels devant tout le COMEX. On a fait aussi en 3h30 avec différentes restitutions. Et je trouve qu'il y a
a beaucoup de discipline, d'écoute par ces moyens de communication-là. Beaucoup de concentration aussi. Donc, globalement, moi, je trouve que le dialogue social n'a pas du tout eu à en pâtir. Et moi, je suis très content des mesures qui vont être annoncées aussi sur la possibilité de consultation, parce qu'on a quand même aussi, de temps en temps, à quand même pouvoir homologuer aussi un certain nombre de sujets sur lesquels on a discuté. Donc, si on peut aussi, pour le cas où ça dure encore un petit moment, avoir quand même et les accords et puis les consultations qui sont validées justement avec les nouveaux modes de communication, je pense que c'est quand même une grosse avancée. Merci beaucoup. Marie, par rapport à une des questions qui a été posée sur la possibilité de don des jours de congé par les collaborateurs, est-ce que tu pourrais nous répondre ou nous éclairer sur ce sujet? Oui, clairement, ça renvoie à la question de la solidarité. Antoine a évoqué la responsabilité des entreprises, mais je pense que bien au-delà de la responsabilité des entreprises, c'est la responsabilité de chacun, notamment des partenaires sociaux et des salariés dans cette période. Il évoquait un chiffre de 100 milliards qui est quand même extrêmement impressionnant. Et concrètement, on constate quand même qu'il y a des entreprises, donc, ça s'est très bien passé là dans l'expérience qu'on vient d'entendre, mais qui ont du mal à négocier sur ces sujets sensibles. Et la question du maintien de niveau de rémunération est quand même ce qui ressort en premier de la lecture des accords. Maintien de niveau de rémunération par rapport à l'activité partielle. Et la question de l'équité et de la solidarité entre les collaborateurs ou de la solidarité nationale est relativement peu présente actuellement dans cette dimension. Donc effectivement, une initiative qui consisterait à permettre, donc ça nécessite une modification législative, le don de jour, mettrait en exergue que tout à chacun peut agir pour assurer plus d'équité en la matière. Donc le don de jour aujourd'hui est quand même ouvert a été ouvert pour une modification législative pour les salariés qui ont des enfants malades. Ça pourrait être aussi une ouverture. Les difficultés à négocier, dans la question, il y avait aussi quelque chose autour des CD. On voit que des entreprises assurent le maintien de niveau de rémunération, organisent leur activité sans pour autant… Marie, je vais être obligée de te couper. On t'entend très, très mal. Parce que la connexion chez toi doit être mauvaise. Bon, désolée. Je vais donc te couper parce qu'on t'entend très difficilement. Je vais redonner la main à Sylvain Daubry. Sylvain Daubry, vous êtes le DRS de Danone. On aimerait effectivement savoir aujourd'hui, je sais que Emmanuel Faber, votre PDG, a pris des engagements très très forts pour les employés et les salariés de Danone partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous souligner les aspects RH qui sont induits par ces décisions et finalement ce qui a été mis en place au niveau de Danone dans cette période? Oui, bonjour à tous. Je pense que je vais couvrir des points qui sont peut-être assez communs avec ceux que Marc Grosser a couverts pour Auchan, parce que comme Auchan, on est acteur de la chaîne alimentaire et donc c'est impératif pour nous de maintenir l'activité dans cette configuration. Pour rappel, Danone, c'est 100 000 salariés dans le monde et aujourd'hui, dans les 60 pays dans lesquels on opère, à peu près 80% de nos salariés sont dans des situations de confinement. Donc, c'est une situation évidemment, comme pour tous, exceptionnelle à gérer. Alors, quelle est la hiérarchie des priorités qu'on a appliquées dans cette situation? La première priorité absolue, c'est évidemment de garantir la sécurité des salariés. La deuxième, c'est au-delà de ce qui se passe en France, quand on a des filets de sécurité importants, dans beaucoup de pays, c'est de répondre à l'inquiétude sociale qui est majeure de la part des salariés face à la crise. Les salariés craignent pour leur emploi, pour leurs revenus. Ils ont des craintes sur la possibilité de se soigner. Et donc, c'est important d'y répondre. Et puis, une fois qu'on a répondu à ça, et seulement une fois qu'on a répondu à ça, c'est de mobiliser les équipes pour la continuité de la chaîne alimentaire, pour faire les choses dans l'ordre et pour avoir vraiment une mobilisation qui est stable de la part des salariés. Alors, dans ce cadre-là, comme vous le soulignez, le comité exécutif de Danone, il y a 2 semaines, a envoyé un courrier à l'ensemble des salariés de Danone dans le monde
pour décrire une série de mesures qui se mettent en place et qui se déploient aujourd'hui dans tous les pays. Le premier volet, comme je le disais, c'est toutes les adaptations nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Alors évidemment, on a activé le télétravail. Aujourd'hui, il y a 30 000 salariés de Danone dans le monde qui sont en télétravail et ça se passe bien, pour reprendre les remarques de Marc. Ensuite, il y a toute une série de mesures d'hygiène et de protection qui sont renforcées pour les salariés qui sont sur site. La première, c'est que on fait en sorte de mettre en quarantaine sur avis médical toutes les personnes qui peuvent être particulièrement à risque. Et il y a des listes de situations à risque, de pathologies préexistantes qui ont été éditées dans les différents pays. Donc, sur avis médical, on applique ça pour éviter de mettre les gens en état de risque quand ça peut être identifié. Ensuite, c'est toutes les mesures de distanciation et ça nécessite l'adaptation de beaucoup d'éléments de production, parce que par exemple, dans les usines où on a des lignes de production qui sont trop proches les unes des autres, ça veut dire faire fonctionner une ligne sur deux pour éviter la proximité des salariés. C'est le décalage d'horaire pour éviter que les gens se croisent entre les postes, dans les vestiaires notamment. C'est des protocoles de vie dans les lieux comme la cantine, comme les salles de pause, pour éviter que les salariés soient assis côte à côte. Et puis, c'est tous les protocoles d'accueil des transporteurs sans contact pour éviter aussi tous ces risques de propagation avec tous les visiteurs extérieurs et aussi la fourniture pour les chauffeurs d'espace qui leur permet de garantir leur sécurité et de garantir de bonnes conditions de vie pour eux quand ils sont sur site. Donc ça, c'est tout le volet sécurité. Je voudrais insister là-dessus parce que c'est vraiment capital pour faire en sorte que tout soit crédible et qu'on réponde aux attentes des salariés dans cette situation. Ensuite, il y a les réponses aux inquiétudes sociales. Et donc, l'engagement qu'on a pris, c'est de garantir la situation de tous nos salariés jusqu'à fin juin, dans cette période sensible des 3 mois qui viennent. Donc, tous les contrats de travail sont sécurisés. Et donc, il n'y aura pas de rupture de contrat du fait de la crise sanitaire pendant cette période. Tous les salaires sont garantis aussi à hauteur de 100% dans toutes les situations. Et en cas d'arrêt de maladie, en cas de quarantaine, en cas d'arrêt pour garde d'enfants, Danone complète aussi les indemnisations pour assurer 100% du revenu pour les salariés. Donc ça, c'est les volets sociaux. Sur les volets santé, on renforce la couverture santé de nos salariés sur cette période également et en lien avec la pandémie. Alors ça, c'est adapté à chaque situation de pays, aux situations d'accès aux soins, aux politiques de santé des pays. Si je peux prendre un exemple, en Espagne, où on a la possibilité d'accéder à des tests, on prend en charge en fait les tests pour tous les salariés qui ont des symptômes pour valider et pour leur donner la visibilité et les traitements adaptés quand ils sont atteints du Covid-19. Donc voilà pour les volets de sécurisation de l'ensemble de nos salariés. Ensuite, la mobilisation et la reconnaissance de l'effort qui est fait. Donc en effet, on développe une reconnaissance de cet effort particulier pour tous ceux qui doivent travailler sur site par un système de primes qui est défini dans chaque pays. Donc en France, ça prend la forme de la prime de 1 000 € qui a été proposée sur les sites de production et de distribution et pour la durée totale du confinement. Mais dans d'autres pays, ça prend d'autres formes de primes ou d'avantages non financiers. Ce que je veux mettre en évidence également, c'est que face à ça, dans la mobilisation des salariés, il y a aussi une reconfiguration des équipes au quotidien en fonction des besoins. Et ça peut paraître anecdotique et moins prioritaire, mais en réalité, on a vraiment mis l'accent sur le maintien de la formation et sur l'accélération de toutes les actions de formation en traduisant beaucoup de formations présentielles sous forme de e-learning ou de formation à distance pour maintenir dans cette période d'adaptation maximum de nos organisations l'agilité de nos équipes. Et enfin, dernier volet qui va là au-delà des frontières de l'entreprise,
on a décidé de soutenir les acteurs de notre écosystème et de les protéger. Donc, il s'agit des éleveurs pour la fourniture de lait, des agriculteurs, des distributeurs, des clients qui sont souvent des entrepreneurs indépendants dans les pays où on opère. Et donc, on active le fonds écosystème de Danone qui avait été créé en 2008 lors de la crise financière. Et on a créé une ligne de financement à hauteur de 250 millions d'euros pour les 15 000 entreprises ou acteurs qui tournent autour de l'écosystème de Danone pour soutenir leur trésorerie et pour leur permettre de passer les échéances de cette crise et donc pour survivre aux difficultés qu'ils vont avoir certainement dans les mois qui viennent. Merci beaucoup, Sylvain. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'aviez parlé aussi un petit peu de l'accueil finalement de ces mesures dans les différents pays en disant qu'elles n'étaient pas accueillies de la même façon partout. Alors elles sont extrêmement généreuses, mais dans des pays où on n'a pas forcément toujours cette habitude-là, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment ont été accueillies finalement ces mesures-là par vos collaborateurs dans le monde entier? L'accueil est extrêmement favorable, je pense, à la hauteur des attentes qu'il pouvait y avoir au préalable et de l'inquiétude qui monte ou qui est présente un peu partout dans le monde face à cette crise. Également, il est traduit par la réaction des partenaires sociaux, des syndicats à l'ensemble de ces propositions et de ces mesures qui se mettent en place. Clairement, on n'a pas, avec nos partenaires sociaux, mis ça dans le champ de la négociation. C'est vraiment une politique Danone. Et donc, ce n'est pas un objet de négociation, tout simplement parce qu'on est dans une situation d'urgence et on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des discussions longues sur la question. Et puis surtout, on veut garantir une certaine équité et une couverture des mesures partout, quels que soient les types de dialogue social qu'on peut avoir partout. Donc, on a un accueil très, très favorable pour prendre quelques exemples. Nous, on a un partenariat fort avec l'UITA, qui est notre fédération internationale des syndicats depuis très longtemps. Et clairement, ce qui est salué par rapport aux attentes des salariés, c'est l'anticipation, c'est le fait que avant qu'il peut y avoir des manifestations des effets néfastes de la crise, on puisse anticiper les choses. Et puis l'aspect 360 degrés qui prend en compte non seulement nos salariés, mais aussi l'écosystème, parce que les syndicats avec lesquels on travaille sont également présents dans le reste des secteurs d'activité qui sont les nôtres. Si je prends en compte maintenant les différentes géographies, aux États-Unis qui sont très très importants dans l'univers de Danone, c'est clairement l'aspect de sécurisation des contrats de travail jusqu'à juin qui est salué en premier lieu, parce que les Américains sont aujourd'hui extrêmement mis en tension par la crainte de perdre leur emploi d'une heure à l'autre, comme ça se passe dans ce pays en lien avec la crise. Et on voit des dizaines de millions de chômeurs nouveaux chaque jour qui sont annoncés aux États-Unis. Donc cette mesure est extrêmement mise en valeur par les salariés américains. Maintenant je reviens en Europe, dans un certain nombre de pays, ce sont les mesures de sécurité et le caractère complet et solide de nos mesures de sécurité qui a été salué. Aux Pays-Bas, où on a là des habitudes de concertation beaucoup plus fortes qui s'apparentent à de la cogestion à certains moments, il y a eu des discussions, une possibilité pour les partenaires sociaux de participer à la mise en œuvre des mesures, et donc ils ont également salué tout ça. Et puis en France, si je reprends aussi ce que Marc Grosser a dit tout à l'heure, on est satisfait de la manière dont notre dialogue social se passe en France aujourd'hui, avec une bonne prise de responsabilité de tous les acteurs pour faire en sorte que tout ça fonctionne, pour garantir les mesures de sécurité et puis aussi pour mettre en place des mesures. Pour illustrer cela, on a un dialogue quasiment quotidien avec nos représentants évidemment sur les sites. On a des CSE hebdomadaires qui ont été mis en place
sur tous les sites. On a un comité de groupe France au niveau de l'ensemble de nos entités France qui a aussi été mis en place sur une base hebdomadaire. Et de ce fait, les mesures qu'on a annoncées répondent aussi à des attentes qui avaient été exprimées au préalable dès le début mars par beaucoup de nos représentants syndicaux. On peut noter aussi, pour faire le lien avec ce qui a été dit au préalable, qu'on a négocié un accord sur l'aménagement des prises de congés dans les derniers jours, qui a été signé en ce début de semaine et qui nous permet aussi d'assouplir l'ensemble des dispositifs qui ont été prévus par les mesures gouvernementales dans un mode où les organisations syndicales prennent leur part à la mise en œuvre de toutes ces mesures. Alors, je voulais également vous poser, il y a des questions qui se posent là sur notamment la prise de température. On va peut-être demander à un de nos experts, Émeric, est-ce que effectivement la responsabilité de l'employeur se trouverait mise en cause si il permettait l'entrée finalement à un de ses collaborateurs qui aurait une température de plus de 37,5 degrés et finalement par rapport aux informations et je dirais la législation sur les données individuelles, est-ce que ces éléments-là aujourd'hui, est-ce que c'est possible, pas possible, comment on peut gérer ça aujourd'hui par rapport au contexte que l'on vit? C'est une question très sensible, hein, en effet, Sophie, puisque nous, on a bon nombre de nos clients qui ont mis en place les prises de température à l'entrée des sites, hein, comme mesure de protection, avec, dans un premier temps, hein, je pense jusqu'encore au milieu de semaine dernière, certaines organisations syndicales qui poussaient très fort pour les mises en activité partielle et les arrêts d'activité, et donc qui se saisissaient d'un certain nombre de contre-indications juridiques pour essayer de faire en sorte de rentrer dans le dispositif d'activité partielle, et donc qui ont mis en avant le fait que ce dispositif de prise de température n'était pas respectueux des dispositions légales relatives à la protection des données individuelles et au respect de la vie privée, et faisant valoir, notamment auprès d'inspection du travail, que l'employeur n'était pas en droit de procéder de la sorte. La position qui a été prise par la majorité de nos clients, juridiquement, c'est vrai qu'il y a un vrai débat sur la possibilité, au regard du respect de la vie privée, de le faire. Ce qui a été majoritairement fait, ça a été de dire on n'impose pas la prise des températures, donc le salarié est en droit à l'entrée du site de refuser. Néanmoins, on en tire les conséquences, c'est-à-dire que si le salarié refuse, on lui demande de retourner à son domicile. Donc, il peut y avoir effectivement un débat juridique. En pratique, sur la quasi-totalité des sites où ça a été mis en place chez nos clients, les salariés à 99,9% acceptent de se soumettre à la prise de température sans aucune conservation des données, puisqu'il y a les difficultés que cela induit. Et donc, c'est un dispositif qui, en pratique, fonctionne. Et les inspections du travail, moi, dans les cas où elles ont été saisies, on va dire, ont adopté une position assez mesurée et n'ont pas fait un casus belli de ces prises de température. Merci beaucoup. Je crois que Marc Grosser, vous souhaitiez réagir un petit peu à ce qu'avait dit Sylvain Lobry. Je vous laisse la parole. Oui, mais c'était un petit peu pour se rebondir sur ce qu'a dit Sylvain, parce que déjà, je suis évidemment très admiratif de ce qui a été fait. De toute façon, c'est une entreprise que je connais bien. Juste pour dire que nous aussi, c'est un peu en avant-première, mais demain, on va annoncer avec l'UNI, qui est l'équivalent de l'UITA pour les services, et avec Carrefour, que justement, on a un engagement commun sur les bonnes pratiques en matière de protection de nos salariés. Donc ça devrait sortir demain. C'est un engagement fort. On a pris l'initiative justement, nous, de faire bénéficier les grands groupes de nos bonnes pratiques, justement, à d'autres entreprises du secteur. Ça, c'est le premier point. Et par rapport aussi un peu à l'ambiance, je voudrais quand même insister aussi sur le fait que
nos collaborateurs se sentent quand même aussi jouer un rôle critique pendant cette période-là, un peu une mission de service public sur nourrir justement les Français. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut aussi avoir en tête. C'est l'impression de jouer vraiment un rôle clé. Donc, c'est vrai que ça nous arrive d'avoir un absentéisme qui peut être parfois important selon les régions qu'on peut avoir, selon aussi les pays. Mais globalement, on arrive quand même à bien tourner. Je rebondis par rapport au point qu'il y avait eu sur la peur d'aller travailler. Il y a quand même, maintenant que les mesures justement d'accompagnement ont été là, les mesures de protection sont là, comme ça a été dit aussi par Sylvain, nous aussi on a distancié les lignes de caisse, on a ouvert une caisse sur 2 de manière aussi à pouvoir laisser la distance et tout ce qu'on a pris comme mesure. Globalement, les collaborateurs se sentent plutôt en sécurité d'aller travailler et surtout, ils se sentent de devoir jouer un rôle clé. C'est-à-dire que si tous leurs proches, tous les Français ne peuvent pas faire leurs courses et ne peuvent pas se nourrir, la crise risque aussi de s'aggraver. Donc, je pense que c'est un point qui est important aussi à prendre en considération. Et j'imagine que Sylvain, chez Danone et chez d'autres, le fait de jouer un rôle clé finalement dans toute la chaîne est aussi quelque chose d'important. Oui, absolument. Et on voit un niveau d'engagement de nos équipes partout sur les sites qui est exceptionnel, avec beaucoup de volonté d'assurer la continuité de l'activité. On a eu en effet des vagues d'absentéisme assez importantes, liées beaucoup en réalité à des mises en quarantaine, parce que certains de nos salariés avaient chez eux des personnes qui ont été affectés par le virus et donc ont été mis en quarantaine. Aujourd'hui, en fait, on a une vague de retour de ces personnes qui, à la fin de leur quarantaine, ne sont pas malades et donc reviennent au travail. Et donc, il y a une dynamique avec la volonté vraiment de venir au travail, de contribuer à cette chaîne alimentaire et, comme le dit Marc, d'assurer une sorte de mission du secteur et de l'entreprise vis-à-vis de l'ensemble de la communauté nationale. On a aussi beaucoup d'initiatives d'autres salariés qui disent « mais appelez-moi s'il y a des problèmes d'absentéisme, moi je suis prêt à remplacer les gens sur les lignes ou dans les centres de distribution pour assurer les choses ». On a aussi reconfiguré nos équipes, en particulier la force de vente a beaucoup de difficultés à assurer son activité en ce moment. Il y a dans les magasins des contraintes d'accès qui sont tout à fait normales dans la période. Il y a des secteurs entiers comme l'hôtellerie et restauration qui est à l'arrêt. Donc les membres des forces de vente de ces secteurs n'ont plus d'activité à l'heure actuelle, mais ces gens-là, pour beaucoup d'entre eux, ils viennent dans les centres de distribution, ils participent à la continuité de la distribution, à certaines activités qui sont en surcharge aujourd'hui. Donc, on a cette mobilisation de l'ensemble de nos salariés qui est particulièrement intéressante à constater et qui correspond en effet à une mission particulière dans cette période critique. Sophie, vous êtes en mute. Je voulais effectivement redonner la parole à Christophe Catoire. Tout le monde m'entend? C'est bon? Oui. Pour effectivement pouvoir faire le point avec lui sur les impacts qu'a eu cette crise sur le groupe Adecco. Le groupe Adecco, c'est 70 000 des collaborateurs et intérimaires qu'emploie le groupe Adecco qui sont aujourd'hui au chômage, qui sont sans activité. Et puis de l'autre côté, effectivement, pour suivre, pour pouvoir soutenir le retail, l'agroalimentaire, l'ensemble des activités essentielles, c'est là une demande de plus de 20 000 postes à pourvoir. Comment est-ce que le groupe Adecco s'organise dans cette période? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je pense qu'on a vécu un peu la même chose que de beaucoup d'entreprises. Ça a été un vrai tsunami. Alors, ça a été en fait un tsunami qu'on avait déjà enregistré en Chine sur nos activités en Chine et ensuite en Italie. Donc, c'est vrai qu'on avait au moins un tout petit peu d'apprentissage, même si, pour donner quelques chiffres, au niveau de notre groupe, l'activité qui a été la première touchée a été celle de l'intérim, qui est qui apporte une flexibilité aux entreprises. Et quand le marché se retourne de manière aussi violente,
l'impact, ça a été sur 130 000 personnes équivalent temps plein. 70 000, en fait, ont été arrêtées le lendemain des mesures de confinement. Donc, ça a été extrêmement violent. Et puis, ça s'est traduit également dans d'autres activités. Les recrutements, les processus de recrutement sont arrêtés. C'est aujourd'hui à peu près 70% d'activités en moins. Les activités même d'ingénierie et d'IT se sont ralenties. On est à moins 20, moins 25%, confirmé par le Syntec. Et l'activité training au tout début, j'en parlerai sur l'actualité plus récente, elle a été également concernée par un quasi-arrêt des formations qui étaient encore à 2/3 présentielles. Donc, la première réaction, et je reprendrai un peu ce qui a été évoqué tout à l'heure par Marc et puis par Sylvain, c'est le premier sujet, c'est comment on protège nos collaborateurs, à la fois permanents, et on a 2 types de publics chez nous, et ensuite intérimaires. On va dire 3 jours avant le confinement, on a fait porte close en termes d'activité locale dans nos agences de façon à passer en télétravail à 100%. Juste récupérer quelques informations clés dans nos agences et ensuite ça a été fermé. Et ensuite, ça a été probablement le plus gros challenge d'assurer la sécurité des collaborateurs intérimaires dans des environnements qui sont ceux de 33 000 entreprises qui, pour certaines, étaient très bien organisées dès le premier jour et pour d'autres, cherchaient en fait sur une pandémie qui est quand même une chose extrêmement rare à pouvoir les aider à s'adapter, puisque là, pour le coup, il n'y avait pas ni d'expérience ni d'anticipation. Ça a été un élément clé, cette dimension de protection, parce que pour les entreprises en fait, qui l'ont amené extrêmement rapidement, ça a permis d'avoir des candidats qui sont restés en poste et donc un absentéisme relativement faible. Et dans d'autres entreprises, surtout sur des bassins d'emploi plus ruraux, en fait, la réputation d'une bonne protection, d'une mauvaise protection a vite circulé. Mais en tout cas, la protection était le premier sujet. Ça nous a amené à devoir en 48 heures créer une formation ad hoc sur comment se protéger du virus, qui a été partagée à l'ensemble de nos permanents et de nos intérimaires au bout de 48 heures, qui ensuite, la semaine dernière, a été partagée avec l'ensemble des entreprises avec lesquelles on travaille et qui a été traduite maintenant dans les 62 pays où ADECO opère pour que la courbe d'apprentissage qu'on avait puisse se déployer également ailleurs dans le monde. Donc, protection en premier lieu, ça a été le premier sujet. Le deuxième, donc ça, c'était pour les personnes qui étaient encore en activité. Pour celles qui n'étaient plus en activité, c'est un autre challenge. C'est un autre challenge parce que la loi autorise à pouvoir mettre en activité partielle les intérimaires qui étaient encore en contrat au moment où l'entreprise utilisatrice elle-même se mettait en situation d'activité partielle. Et pour les personnes qui ont dû quitter leur fonction pendant leur contrat, même s'il n'y avait pas une activité partielle déclarée par le client, on pouvait bénéficier de cette activité partielle. Ça a été important parce qu'au-delà des 130 000 intérimaires, parmi eux, on a 20 000 personnes en CDI intérimaires. Et ces personnes, en fait, font partie de nos effectifs toute l'année, sont rémunérées, qu'elles sont en emploi ou pas. Et donc, le fait que l'élément qui permette de justifier de l'arrêt partiel ne soit pas uniquement la déclaration d'entreprise, mais soit l'absence d'activité, nous a permis d'avoir une activité partielle extrêmement large, au-delà de ce qui avait été anticipé au tout début de la crise. Et on a eu une écoute très importante des équipes du ministère du Travail là-dessus. Ça, j'ai envie de dire, ça a été pour rester sur la synthèse, ça a été les éléments vraiment du très court terme, de la première semaine, voire des 48 premières heures. Après, avec un peu plus de recul, si on peut parler de recul au bout de 3 semaines, il y a 3 enjeux qui sont venus compléter cette mise en arrêt assez massive au niveau des effectifs intérimaires. La première, ça a été évoqué précédemment, c'est la formation. En fait, la formation est un axe sur lequel on avait déjà beaucoup d'investissements. On investit à peu près 130 millions d'euros par an sur nos 130 000 personnes, sans parler des permanents. Et en fait, au premier jour de cette pandémie, on a mis en œuvre en fait 2 initiatives qui ont remporté beaucoup de succès. La première, c'était un partenariat avec une plateforme digitale avec laquelle on travaille de longue date, qui s'appelle Open Classroom, qui avait 500 contenus et qui avait des contenus à la fois sur les métiers de nos permanents, mais aussi les métiers de nos intérimaires. Donc, on a acheté plusieurs milliers de licences. On suit au jour le jour les informations de connexion pour comprendre s'il y a une adoption qui se fait, s'il y a un intérêt, et notamment certains parcours qualifiants, certifiants, sur lesquels ça demande un peu plus de temps, mais ça prétend être entre 6 à 8 semaines de confinement et avec des personnes qui étaient parfois à 100% d'activité partielle. En fait, les programmes devenaient éligibles à des programmes qualifiants. Diplômants, c'était un peu court, mais qualifiants, ça l'était. Donc ça a été une première initiative qui a remporté pas mal de succès. On est en train d'investiguer pour renforcer notre investissement là-dessus.
Et l'autre initiative, on avait un partenariat avec une société qui est leader en France de la validation des acquis de l'expérience. Et là, pour l'instant, on l'a centré sur nos permanents. Et c'est plus de 150 collaborateurs qui, en 3 jours, en fait, se sont inscrits sur un parcours où, quand vous avez la possibilité d'avoir 4 semaines et plus de 50% d'activité partielle, vous pouvez avoir un accès-site en fait, à une qualification par la validation d'acquis. Et pour de nombreux publics permanents chez nous, tous n'avaient pas un diplôme et un diplôme au niveau où ils le souhaitaient pour la suite. Et en fait, cet investissement a été extrêmement apprécié puisqu'on a fait une enquête par la suite qui a montré que pour ceux et celles qui l'avaient sollicité, c'était quasiment impossible de le faire dans une activité normale. Donc ça, c'était un premier élément sur la prise de recul. Un deuxième élément, et c'est peut-être un message que je passerai, puisque je sais que de nombreuses entreprises sont présentes sur cet après-midi, en interne, et je pense que c'est probablement un des éléments de responsabilité sociale qui est important, on a absolument préservé, les personnes en situation de handicap, 2, les personnes qui étaient en situation d'insertion par l'activité économique, et 3, les personnes qui étaient en alternance. Et c'est vrai que quand il y a une telle vague qui arrive dans les entreprises, l'objet de la masse salariale devient un objet critique, et c'est une question de survie, survie pendant la crise, mais a fortiori aussi après la crise. Et ces thématiques-là, la tentation sur un plan local pourrait être d'en faire des variables d'ajustement, ce qui ne peut pas être le cas si on soutient une politique d'insertion. Et je pense qu'on a pris des décisions fortes en interne pour nos propres activités, mais j'en profite pour le dire, dans des collaborations qu'on peut avoir avec un certain nombre d'entreprises présentes cet après-midi, s'il y a peut-être une population à préserver ou en tout cas à faire revenir à l'emploi le plus rapidement possible, c'est celle-ci, pour une seule raison, c'est qu'une interruption trop longue dans un parcours d'insertion ou dans un parcours d'alternance fait que les acquis qui ont été générés par les premiers mois d'intégration peuvent être perdus au bout de 3 mois et il faut recommencer à zéro. Dernier élément de mon côté, je pense que comme beaucoup d'entreprises, il a fallu s'adapter et je pense que cette adaptation fera une partie de ce qui fera les bénéfices de l'après-crise et notamment sur les médias digitaux. On avait déjà développé beaucoup d'activités autour des candidats sur les actifs digitaux et pendant la crise, et là aussi on suit nos connexions au jour le jour, toutes les applications candidats et notamment une application qui s'appelle Adecco et moi ont vu leur flux augmenter alors même que le nombre de personnes qui travaillaient baissait. Et on voit que dans l'adoption en fait, de ces médias, c'est une adoption qui a été renforcée par la crise. On parle de 145 000 utilisateurs uniques par semaine quand on a 130 000 personnes équivalent temps plein qui travaillaient avant la crise avec nous. On en a profité pour lancer les applications côté entreprise pour avoir une collaboration qui soit plus digitale qu'elle l'était parfois. Et on a lancé une initiative qui s'appelle Adecco Quick Match, pareil, dont l'adoption avait été relativement lente sur les premières semaines. Ça a été lancé en début d'année. Et là, on a vu une accélération assez importante, notamment sur les secteurs d'activité dits un peu plus critiques. Donc, peut-être en synthèse, une forme d'urgence comme tout le monde, une baisse de 60 à 70% d'activité en 48 heures. Et puis ensuite, petit à petit, en s'organisant, et au bout de 3 semaines, on commence à être plutôt sur des thématiques de moyen terme. On essaye d'utiliser, entre guillemets, cette période de crise pour former un peu mieux, pour créer des adoptions sur des transformations un peu plus fortes, et tout en gardant de la consistance sur la politique RSE. Merci beaucoup, Christophe. Une petite question des participants sur, finalement, est-ce qu'il serait envisageable de pouvoir bénéficier des sessions de formation d'Adecco aux entreprises qui sont utilisatrices de vos services dans le cadre de partenariats, si les volumes, effectivement, étaient importants? Oui, c'est une bonne question. En fait, on a aujourd'hui acheté, encore une fois, plusieurs milliers de licences. Donc, on a vraiment un portefeuille à la fois de licences et de compétences derrière qui est important. Je pense que pour des intérimaires qui travailleraient avec vous et qui seraient en activité partielle, il y a tout à fait la possibilité de contacter une équipe locale ou de me contacter en direct. C'est presque plus simple, juste pour créer la passerelle avec ces activités de formation. Oui, bien évidemment. Il y avait une question tout à l'heure sur les mouvements sociaux et finalement, est-ce que cette crise qu'on est en train de vivre allait déclencher, je dirais, ou continuer les mouvements sociaux qu'on a pu voir ces derniers mois? J'aurais voulu avoir l'avis de Jean-Dominique sur ce sujet, sachant que
Jean-Dominique est notre expert sur les sujets du dialogue social et de société. Jean-Dominique ? En route. Voilà, je disais, bonjour à tous, je disais que en matière de conflit social, ce qu'on remarque, c'est que dans la période que nous traversons, il y en a relativement peu. J'ai en mémoire au moins celui qui est annoncé aujourd'hui, mais qui n'a pas l'air d'avoir un retentissement très fort, qui est l'appel à la grève générale lancé par la CGT dans le secteur du commerce et de la distribution. Je n'ai pas le sentiment que ça ait un impact réel. Ce qu'on peut quand même remarquer, c'est qu'il y a des sujets qui, je pense, dès la sortie de crise, vont devenir des sujets aussi importants. Et il y a une question qui m'a semblé voir apparaître dans celles qui sont posées, c'est celle relative à la valorisation de tous ces métiers qu'on a souvent peu ou prou ignorés, ou qu'on a considérés comme étant pas essentiels, et dont on voit aujourd'hui qu'ils sont tout à fait décisifs pour la vie en société, tout simplement. Hein, pour qu'il y ait dans des pays comme le nôtre une vie qui puisse se prolonger de la part de l'ensemble des habitants. Donc, comment, je pense à Sylvain en particulier et à Marc, comment cette question de la valorisation, je ne parle pas simplement d'une valorisation financière, hein, mais de la reconnaissance finalement de tous ces gens dans des métiers si importants va être prise en compte, et est-ce qu'il commence à y avoir des réflexions dans vos entreprises sur cette prise en compte de cette reconnaissance si nécessaire? Donc, je renvoie la question à Sylvain et à Marc. Sylvain, Marc, il y en a un de vous deux qui souhaite répondre à ça. Là, je dirais que c'est un petit peu tôt, en fait, pour dire ça, parce que je veux dire, il y a vraiment le mode crise et puis il y a le mode aussi normal. C'est-à-dire que si je prends par exemple les pays de l'Est, il faut quand même savoir que globalement, si je prends les hôtesses de caisse, c'est des métiers sur lesquels, comme il y a un taux de chômage qui est proche de zéro, on a énormément de mal de toute façon à trouver et aussi à trouver des emplois même non qualifiés. Donc, ça dépend vraiment des géographies. Donc, dans des cas comme ça, on est même obligé nous-mêmes d'accélérer l'automatisation dans des endroits où on ne trouve pas, où il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut déjà qu'on revoie à chaque fois ces valorisations-là par rapport à un contexte au niveau du marché du travail qui est quand même extrêmement différent d'une région à une autre. Et moi, franchement, dans les pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie, j'ai pu voir ce qu'il en était sur les difficultés de trouver justement des main-d'œuvre. Je peux même dire que par exemple sur la logistique, on a été obligé de réinternaliser la logistique en Hongrie parce que les entreprises justement de logistique internationale quittaient la Hongrie faute de bras. Donc, c'est très important en termes de métier critique d'être sûr aussi d'avoir les personnes qui ont envie de les faire, et donc se posera la question de est-ce que finalement derrière on doit plus les valoriser aussi en termes d'éléments financiers, mais dans ces cas-là, se posera quand même des questions en termes aussi de coûts et d'équilibre dans des secteurs sur lesquels il y a des marges qui sont quand même petites, faibles, et sur lesquels ça peut être aussi extrêmement compliqué par rapport en parallèle, il faut être clair, à des solutions informatisées ou automatisées qui coûtent aussi, elles, de moins en moins cher. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir, et il faut aussi mettre de côté ce qui a été vécu en période de crise et ce qui a été aussi, et ce qui est aussi la réalité du quotidien quand on va retrouver une situation un peu différente. Mais bien évidemment, ce qui est clair, c'est que on a pu compter sur nos collaborateurs, ils ont su répondre présent, ils ont su se mobiliser pour l'entreprise, et on voit quand même que ce niveau d'engagement est un des éléments clés pour l'entreprise. Donc nous, on n'a jamais douté de l'utilité et du rôle clé qui était apporté par nos collaborateurs. Moi, je dirais juste aussi que c'est beaucoup par rapport aux clients et à nous tous, hein, qu'il y a aussi tout un point à voir. Hein. Le nombre de fois où nos collaboratrices hôtesses de caisse nous disent que le fait de comment elles sont traitées aussi par le client, jamais un bonjour, jamais un merci, jamais un au revoir, où elles sont ignorées, hein, invisibilisées, je pense que c'est important aussi que tous on se pose la question quand on est aussi client par rapport à ça. Et pas que les entreprises, même si on doit le faire aussi. Merci Marc. Christophe, on a une question pour toi sur la rémunération aujourd'hui des salariés qui sont en chômage partiel et qui, pendant ce chômage partiel, sont formés
Et comment sont-ils rémunérés? Comment finalement ça se passe au niveau du groupe? En fait, on a deux types de populations. Sur les collaborateurs permanents qui sont en activité partielle, donc ils ont une rémunération qui est celle portée par l'activité du chômage partiel, donc c'est 84% du salaire net. Pour les salaires qu'on a considérés comme modestes dans l'entreprise, on a fait une couverture pour aller au 100%, donc ça rentre dans une thématique plus de politique d'entreprise. Et à contrario, les coûts pédagogiques sont pris à 100% par l'État, puisqu'il y a une couverture de ces activités de formation pour les personnes en activité partielle. Pour les personnes en situation d'intérim, on a le même schéma et la couverture du gap ne peut être liée qu'en fait au dispositif pris par l'entreprise qui utilisait ces personnes-là précédemment. Donc souvent, plutôt, elles sont à 84% de leur salaire net quand elles sont sur des situations d'intérim. Une autre question, vous avez également énormément de CDI, de CDI-TT. Comment est-ce que ces CDI-TT finalement sont traités dans cette période-là et est-ce qu'il y a une question qui vient d'arriver, c'est seront-ils refacturés aux entreprises utilisatrices pour les CDI intérim? Je vais déjà répondre à la première question. Un CDI intérimaire qui était en entreprise et dont le contrat a été arrêté, soit pour une fin de contrat, soit parce qu'il n'y avait plus d'activité sur l'entreprise, ne sera pas facturé à l'entreprise. Les CDI intérimaires qui ne travailleraient pas peuvent être pris en charge par le chômage partiel, à condition de démontrer que sur le bassin d'emploi, l'activité est en baisse de manière importante. C'est encore une fois la particularité de notre activité. Ça me permet peut-être de répondre à une question adjacente qui est en fait le paradoxe que l'on a vécu sur les 3 premières semaines, c'est qu'à 75% de nos activités, des activités avec lesquelles on travaille ont vraiment fortement baissé et 20 à 25% d'entre elles en fait, ont connu des activités beaucoup plus importantes qu'avant la crise. Pour les questions qu'on évoquait tout à l'heure, notamment de la chaîne alimentaire qui a été l'une d'entre elles, allant du récoltant jusqu'à la logistique et des activités du domaine de la pharmacie, du domaine de la santé, du domaine de l'e-commerce également. Donc là, on a eu des pics d'activité très importants. Et peut-être pour répondre à une des questions précédemment posées, la partie CDI intérimaire, au-delà de la qualification professionnelle qui se trouve être celle du candidat qui a ce contrat, elle est aussi celle de compétences douces qui ont été apportées dans le cadre de ces expériences professionnelles. Et on a eu un certain nombre de CDI intérimaires qui traditionnellement travaillaient dans l'hôtellerie-restauration, restauration collective ou restauration traditionnelle. On a connu une baisse d'activité de 95%. C'est le secteur d'activité avec la construction qui a été le plus touché en fait, par la baisse d'activité au lendemain du confinement. Et en fait, un certain nombre de ces publics, de par leur relation clientèle, sont allés notamment dans tout ce qui est distribution, avec une appétence pour la relation client et puis parfois une appétence pour certains rayons alimentaires de ces magasins. La différence, c'est pas faite sur une qualification parce que ce n'était pas inné de l'imaginer. C'est des choses d'ailleurs sur lesquelles on avait déjà réfléchi avec LHH que de comprendre les dimensions de filières métiers qui recrutent moins versus celles qui recrutent de plus en plus. Et on voit qu'il y a un peu plus de transversalité dans le fait d'accepter des candidats un peu différents en termes de parcours parce qu'il y a une pénurie de candidats. Donc ça, c'est peut-être en lien en fait avec cette notion de CDI intérim. Et si je reviens peut-être à la partie CDI intérim sur un deuxième aspect, on a beaucoup travaillé en fait avec un certain nombre d'industries, encore une fois l'industrie alimentaire et le groupe Danone en faisait partie d'ailleurs, et avec l'État, pour créer une plateforme qui s'appelle Mobilisons pour l'emploi avec la FNSEA, avec l'ANIA et les dimensions régionales pour essayer de repositionner nos 70 000 intérimaires équivalents temps plein. Donc, on parle en réalité de 230 000 personnes différentes qui, pour certains, vont toucher l'activité partielle, mais ça ne va pas durer. À la fin de leur contrat, cette possibilité s'arrête. Pour certains, vont toucher des dédommagements au niveau du chômage. Mais pour beaucoup d'entre eux, à condition de voir l'utilité et la mission qui se trouve derrière, en fait, ils postulent en très grand nombre pour pouvoir aller sur ces opportunités qui sont offertes par des secteurs qui manquent en fait de main-d'œuvre et de potentiel derrière. Donc, c'est vrai que ça a donné lieu en fait à une mobilisation qui est quand même assez inhabituelle, que de travailler avec les syndicats professionnels, de travailler main dans la main pour créer un site avec Pôle emploi et pouvoir répondre notamment à toute la thématique en ce moment dans l'Ouest des récoltants. Dans le Gers, ça a été beaucoup médiatisé, mais on a des intérimaires sur des cueillettes de légumes qu'on n'avait jamais eues sur les années précédentes par le fait qu'on n'avait pas de main-d'œuvre venant d'Espagne, d'Italie ou d'Europe de l'Est. Donc là aussi, dans la situation dramatique, alors je ne parle pas du sanitaire qui est pour le coup très dramatique, mais pour
la dimension dramatique de l'emploi et de ceux qui sont moins couverts en termes de contrats et de protection, le fait de pouvoir créer ces transversalités a été une des opportunités de la crise qu'on n'aurait pas identifiées s'il n'y avait pas eu cette crise-là et ces tensions extrêmement importantes. Merci beaucoup, Christophe. Je vais redonner, on va arrêter là maintenant cette table ronde. Je vous remercie à tous d'avoir participé et d'avoir été présents. Je vais redonner la main à François pour la conclusion. François. Je pense que, en tout cas, les messages que j'ai eus montraient tout l'intérêt de vos messages, de vos témoignages très, très concrets. Moi, je retiens plusieurs idées suite à vos interventions. D'abord, la notion de service public mentionnée par Marc, je trouve que c'est extrêmement fort, c'est-à-dire voilà, de valoriser des collaborateurs qui participent à la cause nationale et qui auraient imaginé qu'une caissière puisse trouver de la fierté dans ces moments-là, en espérant qu'une fois la crise finie, elle ne soit pas oubliée. Ensuite, 50 ans après, le double projet économique et social de Danone, les engagements d'Emmanuel Faber auprès des 100 000 salariés du groupe Danone, je trouve que c'est extrêmement intéressant qu'un groupe qui avait eu une histoire sociale forte, 50 ans après, avec des dirigeants, une équipe dirigeante évidemment très différente, soit au rendez-vous sur le sujet. Et puis peut-être finir par l'attention de Christophe sur Quick Match. Quick Match est un outil finalement tout à fait adapté à la situation actuelle, qui était très digital, puisqu'il y a pu, finalement, c'est une application qui fait l'intermédiation entre un employeur qui a des besoins et un intérimaire qui souhaite travailler. Et tout se fait par digital. Le contrat est aussi lui-même digitalisé. Et on voit que cette période, évidemment, accélère l'intérêt de ce type de dispositif. Et je voulais finir par les mots assez forts d'Antoine sur la nécessité dans cette période, évidemment, d'être responsable, de faire preuve de civisme et d'exemplarité. Et c'est vrai que le chiffre de plus de 100 milliards fait un peu froid dans le dos. Peut-être dire deux mots. Un, sur le fait que dans la crise, on parlait beaucoup de raison d'être et que les entreprises se posaient souvent la question du sens. On était en réflexion. Je pense que maintenant, il faut vraiment que la période de réflexion ou la prise de conscience soit derrière nous. Et comment, si on veut continuer à avoir des collaborateurs de qualité qui soient engagés, comment on va susciter l'engagement, comment on va rechercher du lien avec notre écosystème et comment on va vers une société plus inclusive. Voilà tous en conclusion ce que les échanges m'inspirent cet après-midi. Vous remercier, vous donner rendez-vous à mardi prochain. Mardi prochain, on aura des conversations sur un sujet que Christophe d'ailleurs a évoqué sur l'employabilité en matière de confinement, avec notamment des témoignages très intéressants d'Open Classroom sur la partie e-learning et de VAE collective avec les deux rives. Et puis, on aura toujours nos partenaires. Je pense à Antoine Fouché qui, à la fois, donnera son éclairage sur pourquoi le gouvernement souhaite vraiment investir en matière d'employabilité pendant cette période et répondra aussi, je pense que c'est important, aux questions d'actualité ou nous donnera des informations qui nous permettent de nous projeter dans les prochaines semaines. Et puis, on aura toujours nos partenaires, à la fois Aymeric Sorel, Jean-Dominique Simon-Poli et Marie Bourny. Donc, je voulais les remercier et puis vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Merci infiniment d'avoir été présent.